Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce cours de comptabilité générale dans lequel nous allons commencer tout ce qui concerne les charges de personnel. Alors évidemment, comme d'habitude, c'est donc un morceau qui est assez important, donc on va le découper en plusieurs vidéos. Aujourd'hui, nous allons travailler plus particulièrement sur les généralités concernant les charges de personnel. Alors, je retourne toute une série de cours concernant les charges de personnel, vous imaginez bien, suite notamment à toutes les nouveautés qui ont été créées, y compris d'ailleurs à la fin de l'exercice 2018, applicable à partir de 2019, notamment, vous le savez probablement, le prélèvement à la source. Alors, pour ceux qui auraient déjà suivi les anciens cours, entre guillemets, de charges de personnel, ne vous inquiétez pas, d'un point de vue technique, philosophique, il n'y a rien qui change, il y a juste un compte donc à rajouter, qui est le compte dette envers l'État, 4421, concernant le prélèvement à la source. Nous verrons tout ça en détail, bien entendu. Alors, je voudrais aussi, dans un premier temps, qu'on remette tout ça dans son contexte. Il s'agit ici, donc j'ai écrit un cours sur les charges de personnel, mais lié à la matière introduction à la comptabilité générale. Ce que je veux dire par là, c'est que donc vous n'avez pas et on ne vous demandera pas dans vos examens d'introduction à la comptabilité, par exemple, de construire une fiche de paye en entier. On vous demandera en revanche, en vous donnant soit une fiche de paye en annexe, soit un extrait du livre de paie, vous demandez de l'enregistrer. Donc vous, ce que vous devez savoir, c'est enregistrer une fiche de paie. On ne vous demandera pas, dans cette matière d'introduction à la comptabilité, de construire la fiche de paie. Autrement dit, vous n'avez pas besoin de connaître et de savoir comment fonctionnent les plafonds de la sécurité sociale, les différentes tranches, les différents taux, etc. Il n'y a rien à apprendre par cœur. En revanche, il faut savoir encore une fois, bien entendu, enregistrer une fiche de paye ou un livre de paie. On est d'accord ? Bien sûr, ce cours donc, ne remplace pas soit un cours de droit social qui va rentrer dans les détails de l'intégralité des spécificités des différents types de salariés, les différents contrats, etc., etc. Ce n'est pas l'objet, puisqu'encore une fois, l'objet n'est pas de construire une fiche de paye. Ça ne remplace pas non plus, bien sûr, un cours sur la gestion de la paye où on apprend à établir des fiches de paie à partir d'un logiciel de paie. Là, vous avez une autre, potentiellement, selon la formation que vous suivez, vous avez une autre matière de gestion de la paie où là, on vous apprend en fait à construire, à remplir une fiche de paie. Là, c'est donné, il faut juste l'enregistrer. On est d'accord ? Donc, c'était ça pour vous rassurer. Encore une fois, ceux qui ont déjà suivi les cours sur les charges de personnel, vous allez voir, vous allez retrouver vos petits, puisque là, évidemment, les principes sont exactement les mêmes, avec juste en plus donc le prélèvement à la source. D'accord ? Donc ça, c'était la première chose dont je voulais vous parler. Ensuite, le livre de paie. Alors, comment ça se passe ? Évidemment, aujourd'hui, les bulletins de salaire sont réalisés à l'aide d'un logiciel de paie. On fait simple, on va dire qu'on ne fait plus les fiches de paie à la main aujourd'hui. C'est fait avec un logiciel de paie. Et le livre de paie est donc un document édité à chaque fin de mois à partir du logiciel de paie, et ça permet de récapituler tous les montants qui sont détaillés dans les bulletins de paie de chacun des salariés. Donc le livre de paie, si vous voulez, fait une synthèse de l'ensemble des éléments apparaissant dans les fiches de paie de chacun des salariés. Et ensuite, le livre de paie est saisi en comptabilité et ça permet aussi, une fois qu'on l'a saisi en comptabilité, on va voir ça, de réaliser les déclarations sociales. Maintenant, la déclaration sociale nominative qu'on appelle la DSN. Alors, la DSN, c'est un fichier mensuel qui est produit à partir du livre de paie. Il est destiné à communiquer les informations nécessaires à la gestion de la protection sociale des salariés aux organismes et aux administrations concernées selon le cas. Et juste à titre d'information, sachez que la DSN remplace l'ensemble des anciennes déclarations périodiques et diverses formalités administratives adressées par les employeurs
et qu'on envoyait autrefois à la CPAM, à l'URSSAF, à l'Agirc Arrco, aux organismes complémentaires, à Pôle emploi, au centre des impôts, aux caisses de régimes spéciaux, etc. etc. Aujourd'hui, tout passe par la DSN. Ça remplace toutes ces, entre guillemets, sous-déclarations. Donc, vous m'accorderez que de ce point de vue, c'est un progrès, ça va beaucoup plus rapidement. Donc, la DSN repose sur la transmission unique, mensuelle et dématérialisée des données issues de la paix et sur des signalements d'événements qu'on doit communiquer. On est d'accord? Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Et parmi ce qu'il y a de nouveau, pour ceux qui ont déjà fait de la comptabilité, vous savez qu'avant, il y avait ce qu'on appelait la DADS, la fameuse DADS, c'est-à-dire une déclaration qu'on devait faire chaque mois pour notamment la sécurité sociale, etc. Maintenant, tout est... la DSN remplace tout, si vous voulez. Afin de faciliter les envois de la DSN, d'abord, il y a les logiciels de paie, compatibles bien sûr, permettent de traduire les données figurant sur les bulletins de paie en données DSN. D'accord ? Et depuis le 1er janvier 2019, la DSN est désormais considérée comme le seul canal de transmission des données, par défaut pour tous les employeurs du secteur privé. Donc, c'est ce que je vous disais, la production de déclarations automatisées des données sociales, donc DADS en particulier, n'est plus possible à partir du 1er janvier 2019. Bon, ça, c'est juste des informations, c'est pas ça qui va vous être demandé le jour de l'examen dans cette matière-là. C'était juste une petite introduction, une petite généralité. D'accord ? Maintenant, nous allons donc travailler sur les différents éléments d'une fiche de paie. Alors, quel est le principe? Parce que ça, tout le monde n'est pas forcément au courant de cela. Alors, donc, concernant les différents éléments d'une fiche de paie, il y a quoi qui apparaît dedans? Vous allez avoir, par exemple, ce qu'on appelle le salaire brut d'un côté, et ensuite, vous allez voir les charges sociales patronales. Alors, comment ça fonctionne? Le salaire brut comporte, bien sûr, le salaire, les charges sociales salariales, le prélèvement à la source et le salaire net après impôt. Donc ça, c'est le salaire brut. Et comment ça fonctionne? Eh bien, c'est l'employeur, en fait, qui va retirer en quelque sorte sur votre fiche de paie, avec le salaire que vous avez négocié avec lui, et il va vous retirer un certain nombre d'éléments pour les verser en quelque sorte à votre place, soit aux organismes sociaux, soit au service des impôts, et le reste, bien sûr, il vous revient. Donc, les charges sociales salariales, donc qui sont à l'intérieur du salaire brut, sont versées aux organismes sociaux habilités, d'accord? Alors, Agirc Arrco, l'URSSAF, Pôle emploi, etc., etc. Le fameux prélèvement à la source, qui est nouveau depuis le 1er janvier 2019, ça sera versé par l'employeur. Après être retiré de votre salaire brut, ça sera versé au service des impôts. Et le salaire net après impôt, il va être versé aux salariés. À côté de ça, ne confondez pas quelque chose de différent que l'on appelle les charges sociales patronales. Donc ne confondez pas les charges sociales salariales et les charges sociales patronales. Les charges sociales salariales sont calculées, on va le voir, sur le salaire brut, une des bases de calcul, alors que les charges sociales patronales sont à part et elles sont versées par l'employeur aux organismes sociaux habilités. Alors on va prendre un exemple très simple, on verra plus tard des vrais modèles de fiches de paie bien entendu, mais là d'une façon très simple et très schématique que vous puissiez comprendre avec ce type d'exemple. Imaginons un salaire brut donc de 2 000 €, et en supposant que le taux global des charges sociales salariales soit de 20% du salaire brut, que le taux des charges sociales patronales soit de 46% du salaire brut, et que le taux de prélèvement à la source, donc le taux d'impôt, prélèvement à la source, soit de 4% du salaire net avant impôt. Comment ça va se présenter? Le salaire net à payer sera le suivant. Donc le salaire net à payer que vous allez percevoir, vous, en tant que salarié. Donc, le salaire brut, on va voir
dans les détails tout à l'heure ce qu'il y a à l'intérieur. Pour faire très très simple, c'est le salaire que vous avez négocié avec votre employeur. Donc salaire brut 2000, moins les charges sociales salariales 20% de 2000, moins 400. Ça fait un salaire net avant impôt, 1600, moins le prélèvement à la source, évidemment 4% de 1600, bien sûr. Hein, le prélèvement à la source se calcule sur le montant du salaire net avant impôt, moins 64 €. Donc, votre salaire net à payer, ce que vous allez percevoir, le virement que va vous faire votre employeur, ça sera 1536 €, c'est-à-dire 1600 moins 64 €, 1536. Ce qui veut dire, en français, donc, sur un salaire brut au total de 2000 € que vous avez négocié, pour faire simple, avec votre employeur, vous percevrez ne percevrez que 1536 €. Le reste étant composé de charges sociales salariales et d'impôts. Charges sociales salariales que l'employeur versera en votre nom aux différents organismes sociaux et évidemment le prélèvement à la source que l'employeur versera en votre nom au service des impôts. Mais il faut bien que vous compreniez aussi que quel est le coût total pour l'employeur, d'accord ? Le coût total pour l'employeur, c'est donc le salaire brut 2000 €, plus les charges sociales patronales. Dans cet exemple-là, j'ai dit 46% du salaire brut, 920. Donc, ce qu'on peut appeler la masse salariale, c'est 2920 €. Pour faire simple, ça va coûter à l'employeur 2920 € au total, et vous, indépendamment des impôts, vous allez percevoir 1600 €, c'est-à-dire un peu moins de la moitié. D'accord ? Donc, qu'on soit bien d'accord, que vous ne confondiez pas ce qu'on appelle le salaire brut, okay, avec ce que j'appelle la masse salariale, c'est-à-dire le salaire brut plus les charges sociales patronales. D'accord ? Donc, c'est ça le principe. Donc, voilà ce que je voulais dire sur cette présentation très simplifiée d'une fiche de paye. Maintenant, nous allons voir les mentions obligatoires sur une fiche de paye et les mentions interdites. Donc, les mentions obligatoires devant apparaître sur une fiche de paye. Alors là aussi, ne vous affolez pas. On ne va pas vous demander, on n'est pas dans un cours de droit social où on pourrait vous demander, dans le cadre d'un examen, de les énumérer chacune d'entre elles. Là, c'est juste à titre d'information, bien entendu. La plupart des mentions qui sont obligatoires, vous les connaissez. Il y en a une que je vais vous préciser. Et celle-là, je vais vous dire, celle-là, elle peut faire l'objet d'une question parce que quelquefois, j'ai vu ça dans ma carrière, on vous donne une fiche de paie, déjà faite donc, et on vous demande de préciser si elle est conforme à la loi. Et en général, il manque, quand vous avez ça, bien sûr, vous imaginez, c'est qu'il manque une information obligatoire. On en parle, je vais vous donner quelle est l'information qui manque dans ces cas-là. D'accord ? Donc, voilà. Alors, ces mentions obligatoires. D'abord, mais ça c'est logique, nom et adresse de l'employeur, éventuellement désignation de l'établissement dont dépend le salarié s'il y a plusieurs établissements dans l'entreprise. Ensuite, numéro de la nomenclature d'activité de l'établissement d'emploi, le code APE ou code NAF, le numéro d'inscription de l'employeur au registre répertoire national des entreprises et des établissements, autrement dit le SIRET, la convention collective de branche applicable aux salariés ou à défaut, référence au code de travail concernant la durée des congés payés et des délais de préavis en cas de cessation de relation de travail. Bien sûr, nom et emploi du salarié, sa position dans la classification conventionnelle, le niveau ou le coefficient hiérarchique, la période et le nombre d'heures de travail, en distinguant bien sûr les heures au taux normal, les heures supplémentaires, les heures complémentaires, en mentionnant bien sûr les taux appliqués aux heures correspondantes. Doivent apparaître aussi la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés, s'ils sont payés au forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, ou forfait annuel en heures ou en jours, tout dépend des cas. Nature de la base de calcul du salaire lorsque par exception cette base de calcul n'est pas la durée du travail. Nature et montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales, parce qu'il peut y avoir des accessoires en plus du salaire, mais qui soient
soumis aux cotisations, donc. Évidemment, la rémunération brute du salarié, montant et assiette des cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur et du salarié, avant déduction des exonérations et exemptions. On va en voir quelques exemples avec des modèles de fiches de paye dans un prochain cours. Les différents taux des cotisations et contributions sociales à la charge du salarié avant déduction des exonérations et exemptions, nature et montant des autres versements et retenues, notamment prise en charge des frais de transport, domicile-travail éventuellement, bien sûr, logique, le montant effectivement reçu par le salarié, la date de paiement, les dates de congé et montant de l'indemnité de congé payée lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée, montant des cotisations de protection sociale réunies au sein de 5 rubriques, nous en parlerons tout à l'heure, de santé, accident du travail, maladie professionnelle, retraite, famille et chômage. Ça, c'est suite à la nouvelle présentation de la fiche de paie, ce qu'on appelle la fiche de paie simplifiée, je vous en parlerai dans un prochain cours. Montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales, dans certains cas, par exemple, exonération sur des bas salaires ou exonération d'impôts ou de charges sociales sur les heures supplémentaires, ça doit être indiqué. Le montant total versé par l'employeur, rémunération brute versée aux salariés, cotisations et contributions à la charge de l'employeur, déduction faite des exonérations et allègement de charges sociales. Montant correspondant à l'évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie, puisque maintenant, pour la partie salariale, ces cotisations sont supprimées. Le législateur a décidé d'obliger les employeurs, ou en tout cas que ce soit indiqué clairement sur les fiches de paie, que les salariés se rendent compte que ce que ça a engendré comme donc augmentation de salaire lié à la suppression des cotisations chômage et maladie pour les salariés. Mention de la rubrique dédiée au bulletin de salaire sur le portail www.service-public.fr. Vous voyez, ça doit être indiqué. Et voilà la dernière phrase, celle qui souvent, dans le cadre des examens, lorsqu'on vous dit « est-ce que cette fiche de paye que vous avez en annexe est conforme à la loi ?» Souvent, quand c'est comme ça veut dire qu'il manque ce qui est écrit en bas sur la fiche de paye, mention incitant le salarié à conserver le bulletin de salaire sans limitation de durée. D'accord ? Ça, voilà, ça il faut le savoir, c'est un petit piège. Quelquefois, ça arrive, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas ça qui vous empêcherait d'avoir l'examen. Mais enfin, disons que c'est bête de perdre même un quart de point là-dessus. Ça, c'était pour les mentions obligatoires. Encore une fois, rien à apprendre par cœur, ce n'est pas l'objet, c'est juste des généralités. Mention interdite, alors ça aussi, évidemment dans le monde réel c'est important, le bulletin de paie ne doit pas mentionner l'exercice du droit de grève, ni des fonctions de représentant du personnel, c'est interdit d'être précisé sur les fiches de paie. C'est interdit également la nature et le montant de la rémunération liée à l'activité de représentant du personnel, alors doivent figurer sur une fiche annexée au bulletin de paie, c'est à l'employeur de l'établir et de la fournir aux salariés. Donc vous voyez, on est d'accord, mention interdite, on ne doit pas, sur la fiche de paie, l'employeur ne doit pas indiquer que le salarié a été en grève pendant tant et tant de temps, ni qu'il était par exemple absent de l'entreprise suite à ses fonctions de représentant du personnel, donc ça c'est interdit. Et la nature et le montant de la rémunération liée à l'activité de représentant du personnel doit figurer sur une fiche de paye annexée, d'accord ? Et c'est bien sûr l'employeur qui le fournit, bien entendu, d'accord ? Donc voilà ce que je voulais dire sur cette première partie, ces généralités concernant les fiches de paie. Bien sûr, vous imaginez bien qu'on va rentrer dans les détails avec plusieurs cours et on verra également à la fin des applications pour enregistrer soit une fiche de paye, soit le livre de paie, bien entendu. Je vous remercie de votre attention. À bientôt pour la suite du cours. Au revoir.